Eh bien, bonjour à tout le monde. Mon nom est Pascal Monette. Je suis le PDG de la l'ADRIC, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui présente aujourd'hui avec l'IRAC et MITAX la clinique innovation financer mon projet d'amélioration en entreprise. Donc, il me fait plaisir de vous présenter la l'ADRIC en quelques mots, qui existe depuis près de 44 ans, mais qui offre depuis 20 ans un service d'accompagnement auprès des entreprises, notamment via le programme du CNRC de Paris, les visites interactives que vous connaissez probablement. Nous sommes un des principaux, sinon le principal mandataire des visites interactives au Québec. Donc, c'est plusieurs centaines d'interventions partout au Québec dans divers domaines d'expertise. Nous offrons aussi depuis quelques années des cliniques innovation comme celle que vous allez avoir aujourd'hui. Et nous sommes aussi évidemment connus pour notre gala. Je vous invite à aller sur notre site web si vous voulez vous inscrire, soit comme participant le soir même du 17 novembre ou pour présenter votre candidature. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'horaire de cette journée. Donc, nous allons débuter, après mon petit mot, avec Laurent David Beaulieu, qui porte deux chapeaux, celui de responsable de l'ERAC Gaspésie et aussi de MITAX. Il vous en parlera un peu plus tard dans la journée. La vedette principale, notre keynote speaker, comme on dit en bon québécois, il s'agit de Francis Belzile, qui est conseiller faisabilité et gestion PME, CAP PME, qui est un des 40 experts du RCTI que je présentais tantôt. Et à la fin, il y aura une petite allocution de Lynn Morin qui vous présentera en détail les 30 heures d'accompagnement de notre programme. Lynn est responsable du groupe de conseillers du RCTI. Et avant la période de questions, il y aura quelques minutes sur MITAX par Laurent David Beaulieu. Et donc, sans plus tarder, j'invite Laurent à nous présenter ce programme et à vous faire un mot de bienvenue. Un bon webinaire à tous. Merci. Merci Pascal. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi. Donc, c'est ça. Moi, je suis ici pour deux rôles. J'ai deux chapeaux. Je suis spécialiste au développement des affaires pour MITAX et mon rôle est cofinancé avec l'ERAC. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter l'ERAC. On peut changer de diapositive, là. Donc, petite présentation, je vais vous montrer c'est quoi les services de l'ERAC en Gaspésie, là. Donc, on a différents types de services, des cohortes spécifiques avec des experts, deux volets d'accompagnement. Et en fait, des accompagnements volet productivité, développement de produits, accompagnement startup aussi et un service de stage. Et finalement, je vais vous présenter l'équipe avant de redonner la parole à Francis. Donc, on peut changer de diapositive. Merci. Pour les cohortes spécifiques, avec Expert, là, donc, c'est quoi le rôle de l'ERAC? Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire? On essaie de rassembler les entreprises qui ont des besoins communs, là, c'est très varié, mais c'est toujours des entreprises manufacturières. On a trois cohortes en ce moment là, qui sont en train de se finir ou de se commencer. Une cohorte avec les microbrasseries, une cohorte avec les distilleries aussi qui s'en vient, puis on a une cohorte de gestion de la maintenance là, qui a eu lieu cette semaine. Donc, c'est Bilodeau Conseil, un expert qui arrivait de Boucherville, qui venait dans différentes entreprises pour faire des audits, pour donner des plans d'action aux entreprises, proposer des mandats. Là, l'ERAC venait financer, dans le fond, toute la partie audit, peut financer des mandats aussi en partie. Puis ensuite, peut soutenir les entreprises dans les différents projets qu'elles réalisent. On peut changer de diapositive. Ensuite, le volet accompagnement, le volet productivité. Dans le fond, l'ERAC, on a des banques d'heures de 40 heures qu'on peut offrir aux entreprises manufacturières sur le territoire de la Gaspésie. Et c'est ça, là, les exemples de projets, c'est assez large, mais on peut analyser des chaînes de production, proposer des scénarios d'optimisation, étudier l'automatisation et aider à la sélection d'équipements. Là, des fois, c'est ça. On est capable de faire des revues de littérature sur les différents équipements et donner un coup de main aux entreprises pour cibler peut-être l'équipement qui répond le mieux à leurs besoins. Donc, on peut changer une fois de plus. Donc, ensuite, volet développement de produits. Bon, on est là aussi là, en appui technique en ingénierie, dans le fond. Fait qu'on offre différents services, que ce soit du conseil, recherche de fournisseurs, montage de cahiers de charges, revue de conception. On est là aussi pour faire les référencements avec dans le fond, les fournisseurs sur le territoire et sur l'ensemble du Québec, d'aider les gens à stabiliser leur chaîne d'approvisionnement puis à avoir différentes idées là, pour développer leurs produits. Et au niveau volet stage, en fait, il y a deux volets, stage technique. On est là pour aider les entreprises à recruter dans le fond, des stagiaires techniques, là, des stages de 4 mois, que ce soit l'été, l'automne ou l'hiver. Donc, on est là pour afficher sur les portails des universités, faire le pré-tri des candidatures. On peut donner un coup de main dans les entrevues.
donner aussi de la supervision durant le stage et on peut aussi subventionner 5 de l'heure les stagiaires qui sont embauchés par le service de stage, ne font pas par la bande de notre service de stage technique. Ensuite, il y a aussi le stage Mitax que je vais vous présenter plus tard dans le webinaire. Et finalement, je pense que la dernière diapositive. C'est l'équipe. Donc, qui est-ce qui est en arrière de tout ça? Ben, il y a moi là, que vous voyez à droite, mais sinon, il y a Étienne Brisson, qui est ingénieur, qui est très fort au niveau optimisation industrielle, gestion de projet. Frédéric Allard aussi, qui a fait beaucoup de projets en automatisation, en ingénierie mécanique, électrique et électronique. Et Danny Bourque aussi, qui est très fort au niveau des procédés industriels, la numérisation des entreprises et la maintenance industrielle. Donc, c'est ça, là. On est ces quatre personnes-là qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup. Je passe la parole à Francis. Merci, merci Laurent. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Et dans le fond, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger, se familiariser avec le financement d'un projet d'amélioration, échanger aussi sur des bonnes pratiques, des savoir-faire pour justement être encore plus en mesure d'obtenir les financements requis pour mener à bien nos projets. Alors pour cela, je vous fais référence, dans le fond, à un projet et je vais suivre, dans le fond, un peu les critères et vous parler de la démarche qu'on a fait pour ce projet-là. J'ai pris une entreprise manufacturière comme exemple, code classique, là, je dirais, là, dans le genre d'intervention que je peux faire. Mais évidemment, on peut toucher aussi à d'autres secteurs d'activité. Alors, l'entreprise manufacturière ici, c'est une entreprise qui transforme, qui assemble ses composantes. Et dans le fond, elle est très bien positionnée sur son marché, elle est rentable, c'est une belle entreprise. Et cependant, comme beaucoup d'autres, elle rencontre un problème justement de pénurie de main-d'œuvre. C'est malheureusement de plus en plus courant pour nos entreprises et il faut donc chercher à trouver des solutions. L'autre chose, bien, on a quand même pas mal d'opérations manuelles dans cette entreprise-là. Donc, avec le problème de main-d'œuvre, c'est sûr qu'il y a une faiblesse là importante sur laquelle il faut travailler. Alors, la démarche, en fait, si justement on veut se familiariser avec ce projet-là, puis se donner des trucs, des idées. Le promoteur, c'est quelqu'un qui est excessivement dynamique, qui travaille beaucoup avec son équipe interne. Et donc, après avoir discuté de différentes pistes de solutions, il souhaitait aller beaucoup plus loin et donc étudier véritablement les possibilités. Et pour ce faire, bien, justement, il a pris contact avec différentes ressources à l'externe. Dans son cas, entre autres, il a pris contact avec un conseiller du Conseil national de la recherche. Puis dans ses discussions avec ce conseiller-là, mais aussi avec d'autres intervenants du milieu, bien, je pense qu'il faut le souligner justement qu'il a été référé à un organisme, un centre collégial de transfert en technologie, qui a pu lui aider à identifier justement des solutions adaptées à sa situation. Et ça lui a aidé aussi à, disons, structurer, se préparer pour discuter avec des fournisseurs, puis aller chercher justement des bons conseils et éventuellement, par la suite, obtenir des soumissions. Alors, je pense que dans une démarche d'amélioration, c'est le genre de démarche qu'on encourage, je pense, puis que ce soit avec les RAC, avec la DRIC ou d'autres ressources, justement, de consulter, de ne pas rester juste à l'interne avec justement les problématiques identifiées, mais bien vraiment d'aller de l'avant vers la préfaisabilité puis la faisabilité de projet. Et il y a des ressources justement pour nous aider à avancer dans ce sens-là. Maintenant, justement, dans le contexte où on est appelé à parler à des gens à l'externe de l'entreprise, il y a un truc important que je pense que je souhaite partager avec vous, c'est le besoin, évidemment, de bien se préparer. Je vois des fois des entrepreneurs qui prennent le téléphone pour appeler justement des conseillers, comme par exemple le Conseil national ou d'autres intervenants sur le marché, et qui expliquent leurs problématiques, expliquent leurs choses de façon verbale. Et parfois, je dirais, ça limite un peu la communication. Ça fait en sorte aussi que la personne, notre interlocuteur, n'est peut-être pas suffisamment préparé et peut-être des fois que ça génère des feedbacks, je dirais, peut-être pas aussi
je dirais, favorable, peut-être pas aussi dynamique pour justement appuyer un projet. Alors, une bonne pratique que moi je conseille et que j'utilise souvent, c'est d'avoir un petit sommaire de projet. Je pense qu'un projet, ça se résume en règle générale assez bien sur une page ou deux. Et justement, ça nous aide à bien préciser les choses et grâce à ça, justement, de pouvoir dire à notre intervenant, ben, c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on a envisagé, comment on pourrait justement avancer dans notre solution. Ça pourrait être, si on est assez rendu loin, évidemment, de voir comment on pourrait justifier le projet, entre autres en faisant un calcul de retour sur investissement. Mais par contre, dans bien des cas, au premier stade, il faut avancer plus loin justement dans l'analyse des solutions. Et donc, ça vaut la peine justement de situer notre interlocuteur où on est rendu dans notre démarche, qu'est-ce qu'on envisage et justement que le projet qu'on pense mener, c'est un projet qu'on est capable de conduire, qu'on est capable d'arriver au succès, mais qui est important qu'on soit appuyé. Et puis dans ce sens-là, justement, qu'on ait la chance que l'intervenant puisse nous aider. Et donc, dans le sommaire, on va formuler à cet intervenant-là nos besoins et permettre justement que la personne d'abord comprenne bien notre situation et peut-être soit encouragée à nous partager des possibilités, entre autres au sein de son organisation ou auprès de d'autres organisations. Alors, ce sommaire-là, moi, comme je disais, je l'utilise beaucoup. Grâce à ça, par exemple, je peux prendre contact avec un conseiller d'un organisme, même à la rigueur d'un fournisseur, et obtenir justement des solutions, obtenir des aides. Et donc, je l'envoie au préalable à la personne en souhaitant justement d'avoir un rendez-vous pour pouvoir partager sur le dossier. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le cas, justement, et suite à ça, ça nous a permis, comme je vous l'ai mentionné, d'obtenir une aide et justement, entre autres, d'être référé à un centre de transfert technologique et avec ce centre-là, de pouvoir approfondir les possibles, pouvoir approfondir les solutions et par la suite, d'envisager justement un projet. Alors, rendu à l'étape justement où le projet était mieux défini, on a préparé un petit sommaire plus élaboré, mais certains appellent peut-être un plan d'affaires, mais on ne parle pas ici d'un gros plan d'affaires de 20 et de 30 pages, on parle d'un bon document. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, étant donné que c'était quand même un gros projet par rapport à l'entreprise, ce qu'on a voulu faire, c'est de présenter justement les points qu'on considérait importants à communiquer aux intervenants financiers. Et c'est les points, en fait, qui permettent normalement à la majorité des intervenants financiers de se situer. Alors, si je fais un petit survol de ces points-là, bien évidemment, on pourra parler des aspects historiques, justement, les bons côtés de l'entreprise. On peut parler aussi des fois des petits écueils, s'il y en a eu, puis je pense que ça démontre, justement, c'est une occasion de démontrer que ces écueils-là, on a su, comme entrepreneur, les surmonter. On peut parler évidemment de notre équipe d'opération, de notre équipe de direction et parler aussi brièvement des personnes ressources qui nous accompagnent de l'extérieur. Alors ça permet justement de faire ressortir comment l'entreprise, elle est dirigée, quelle bonne gouvernance il peut y avoir. Et je peux vous assurer que pour les prêteurs, les intervenants financiers, c'est un volet excessivement important. Pourquoi? Parce que ça arrive que des projets rencontrent des difficultés. Ça arrive, en fait, toute entreprise qui a le moindrement d'années d'existence rencontre des périodes plus difficiles. Et le fait d'avoir une bonne direction, ça aide énormément à passer au travers. Et ça, c'est un facteur évidemment très positif, très favorable pour un intervenant financier de savoir que la direction va être en mesure de réussir. Si je poursuis dans le dossier, en plus, on a fait ressortir évidemment les tendances et entre autres sur le marché, c'était un marché où véritablement les tendances lourdes sont favorables aux produits de l'entreprise. Donc, on a bien fait ressortir ça. Et d'autre part, on a évidemment parlé des avantages concurrentiels.
On a souligné évidemment le fait que oui, on avait une bonne opération, mais qu'il y avait certaines choses à améliorer. Et justement, c'est l'objet du projet. Et finalement, on a fourni toutes les informations financières, les données sur les opérations qui permettaient de bien comprendre justement la situation de l'entreprise. Bon, on parle de données financières, puis je tenais à vous parler justement auparavant des autres aspects du crédit, parce qu'un intervenant financier va, comme je vous le disais, se référer à tous les points dont je viens de parler et non pas seulement donc à l'aspect financier. Par contre, il faut bien comprendre aussi justement les aspects finances parce que c'est un incontournable. L'intervenant financier, il a des barèmes normalement pour déterminer est-ce qu'il peut intervenir, comment il peut le faire. Et donc, dans la présentation ici, je pense qu'on n'a pas le choix d'aborder ces aspects-là. Et c'est pour ça que je tenais ce midi à vous en parler également et même de prendre le temps de vous présenter quelques exemples au niveau des éléments financiers. Donc, quels sont-ils ces éléments-là? D'abord, les deux grands paramètres financiers, et on peut aller avec d'autres paramètres, mais disons que les deux principaux qui rentrent dans les grilles d'analyse des intervenants financiers, c'est évidemment la question de la vigueur financière, c'est-à-dire dans quelle mesure la rentabilité historique permet de rencontrer les engagements de l'entreprise en termes de remboursement de ses dettes. Et en plus, lorsqu'il y a un projet, dans quelle mesure l'entreprise sera capable dans le futur de rencontrer, à partir de l'historique, de rencontrer justement ces charges financières additionnelles qui sont reliées au projet. Alors, je m'explique. Très souvent, les institutions financières, ils regardent sur les 2 dernières années et partant de ces 2 dernières années-là, vont voir est-ce que ça couvre le remboursement actuel et est-ce que ça va couvrir les intérêts et le versement de capital additionnel qui vont être liés au projet. Alors, si c'est oui, ça veut dire que l'institution peut se permettre de dire l'historique pourra rencontrer justement les engagements financiers de l'entreprise sans avoir besoin que le projet très rapidement atteigne la rentabilité, amène des fonds générés additionnels. Et donc, évidemment, c'est une perspective très intéressante comparée au cas où l'entreprise n'a pas suffisamment de vigueur financière. Et là, on doit se dépêcher pour que le projet amène la rentabilité pour pouvoir rencontrer justement les charges financières. L'autre paramètre qui est très important, c'est le ratio de dette versus l'équité ou encore pour beaucoup d'intervenants, de dette à long terme versus l'équité. Alors, l'équité, c'est ce qui appartient dans le fond à l'actionnaire ou au propriétaire. Et donc, ça s'accumule en fonction, bien sûr, soit des mises de fonds, mais aussi de la rentabilité de l'entreprise lorsque la rentabilité, les bénéfices sont laissés dans l'entreprise. Et ça, c'est un aspect important pour l'intervenant financier, à savoir dans quelle mesure l'actionnaire ou le propriétaire est engagé dans son projet. Alors, pour justement l'intervenant, si le propriétaire, l'actionnaire est engagé suffisamment monétairement, il y a plus de chances que justement, avant de le laisser tomber, que l'actionnaire, que la direction travaille fort pour justement assurer la bonne réussite de l'entreprise, la bonne réussite des projets. Alors, le prêteur, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il compare donc la dette à long terme justement à l'équité dans l'entreprise pour voir dans quelle proportion l'entreprise finance ses projets par de la dette versus par justement l'engagement des propriétaires. Troisième aspect très important pour un intervenant financier, je dirais une institution financière plus traditionnelle, c'est la notion de couverture de garantie. On l'a tous déjà entendu, comme entrepreneur, on va voir une institution financière, puis on demande un financement pour un certain projet. Et là, il y a la fameuse notion de dire, est-ce que le partenaire financier aura suffisamment de garantie? Alors, pour l'institution financière traditionnelle, c'est un élément important. C'est sûr qu'on a des intervenants financiers sur le marché
qui sont plus soit sociétés d'État, comme par exemple Investissement Québec ou BDC, ou des intervenants financiers qui sont dans le cadre de programmes gouvernementaux qui sont menés par des organismes ou des ministères qui, eux, ont peut-être moins cette notion-là de garantie. Mais somme toute, justement, il faut voir comment on peut structurer, dans le fond, nos interventions financières avec ces différents outils-là. Et donc, je le rappelle, les trois paramètres de l'institution financière régulière, plus traditionnelle, vigueur financière, dette à long terme, équité et couverture de garantie. Si justement je place, donc pour vous donner un peu de perspective de ce point de vue-là, évidemment, ce n'est pas de l'absolu du crédit. Il y a des politiques, oui, des institutions financières. Il y a des choses qui sont prêtes à être acceptées, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et justement, c'est la résultante de l'analyse globale du dossier et, entre autres, le volet financier avec les facteurs dont on vient de parler, qui vont être regardés. Et évidemment, les trois facteurs, s'ils sont favorables, tous les trois, ça va faciliter d'autant l'accès à du financement plus traditionnel. Si ce n'est pas le cas, pour un facteur, peut-être qu'on pourra compenser avec mise de fonds, une intervention de capital de risque, un programme gouvernemental. Si les trois facteurs ne sont pas favorables, et donc, comme par exemple dans le cas d'un démarrage, souvent, on se retrouve justement dans une situation où il y a peu d'équité ou pas du tout, très faible mise de fonds de la part du promoteur, pas de vigueur financière, évidemment, parce qu'on n'a pas d'historique. Bien, là, c'est sûr que justement, le financement plus traditionnel est un peu plus difficile à obtenir. Et justement, c'est là qu'on va avoir encore plus besoin de trouver des solutions alternatives au financement traditionnel. Alors, je pense que dans justement notre présentation ce midi, je trouve important justement de bien illustrer ça. On comprend assez facilement les notions évidemment d'avoir une bonne feuille de route comme entrepreneur ou être dans un bon marché, etc. L'analyse financière, ce n'est pas toujours un domaine qui est très connu, là. On en a des notions, mais pas toujours... c'est pas toujours clair comment l'institution financière travaille avec ça. Alors, pour justement vous illustrer cet aspect-là, je tenais à vous parler justement d'un cas, de présenter comment va jouer justement les variables dont je viens vous parler au niveau financier. Alors, le cas présent, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui a une bonne santé financière et, entre autres, si on regarde du point de vue de la vigueur financière, alors l'entreprise génère des fonds intéressants, alors un bon bénéfice moyen de 5, je l'ai fait sur seulement un an pour simplifier la présentation. Comme je vous disais, normalement, c'est plus sur 2 ans. Alors, supposons que c'est notre moyenne sur 2 ans de bénéfice net de 52 000. L'amortissement, parce que ce n'est pas une dépense qu'on passe à l'état des résultats qui a un impact sur les liquidités. On fait donc un redressement et pour obtenir ce qu'on appelle des fonds générés totaux. Alors, là, c'est une question d'analyse. On va aller chercher dans les états financiers les éléments qui n'ont pas d'incidence sur les liquidités et également tenir compte des éléments qui ne sont pas reliés aux opérations courantes. Je m'explique. Par exemple, une vente exceptionnelle qui n'a pas aucun rapport avec les opérations, par exemple la vente d'un terrain voisin de l'usine qui n'était pas utile, on l'a vendu, on a fait un gain. Ce n'est pas un revenu un bénéfice d'entreprise, on n'en tiendra pas compte. Donc ici, l'entreprise, comme je vous le disais, a donc généré des fonds pour un total de 79 000. Et c'est ce total-là qu'on va rapprocher par rapport au versement en capital sur la dette. Alors ici, on voit que l'entreprise a beaucoup de souplesse, beaucoup de vigueur financière parce que ses remboursements de la dette sur 12 mois sont seulement de 30 000 par rapport à 79 000. Alors, ça laisse un très bon surplus. On parle de 49 000 de surplus. C'est donc pour cette entreprise-là assez bien
de pouvoir rencontrer ses charges et, comme là, elle le fait, de peut-être envisager d'autres projets. Si je poursuis, donc, l'autre volet pour l'entreprise, on parle ici d'une entreprise qui, comme je le disais, a une bonne structure financière également. Alors, dette à long terme de 360 000, garantie sur une bâtisse et une équité ou un avoir du propriétaire de 180 000. Alors, tout ça pour un ratio de dette à long terme équité de 2 pour 1. Dans le cas d'une entreprise comme ça, c'est une très bonne structure financière. Les ratios, c'est sûr, il faut toujours prendre soin de bien les interpréter. Ici, entre autres, la dette équité pourrait être un peu plus élevée parce qu'on a, entre autres, une bâtisse, mais somme toute, justement, un bon vécu de cette entreprise-là qui a déjà avancé de payer un peu ses prêts et donc qui a dégagé, avec sa rentabilité, une très bonne structure financière. OK, bien, je vous ai parlé de garantie. Voyons voir un peu en application. C'est certain que chaque institution peut avoir ses règles du jeu un peu, puis définir qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Les institutions financières traditionnelles vont souvent travailler au niveau du calcul de garantie avec des ratios, par exemple, comme pour une bâtisse, vont souvent parler d'un ratio de 65 à 75 de la valeur de l'immeuble. Moi, pour les fins de calcul et d'illustration, j'ai retenu 70. Alors, on a ici une bâtisse, donc une valeur marchande estimée à 575 000. Donc, calcul de 70 donc pour 400 000 environ de calcul de garantie. On a une dette à long terme de seulement 360 000, donc on a un immeuble qui couvre très bien son emprunt et avec un surplus. Donc, l'institution financière se retrouve dans une bonne situation avec un client qui, somme toute, est rentable, bonne structure financière et un financement qui est garanti par un actif tangible. Il faut souligner évidemment qu'une institution financière ne fera pas un prêt juste parce qu'il y a une garantie. Si un ou plusieurs autres critères sont moins favorables, les institutions financières ont appris ce n'est pas juste une notion de garantie qui va faire qu'elles vont être remboursées, mais d'abord beaucoup plus un ensemble de facteurs qui vont faire en sorte que, justement, l'entreprise va être capable de rencontrer son endettement. Donc, si je parle de notre cas ici pour bien illustrer, on a une entreprise qui a un projet d'agrandissement de sa bâtisse, un projet d'acquisition d'équipements et fonds de roulement. Donc, on envisage de travailler avec de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'être un peu moins dépendants de la main-d'œuvre. Et pour ça, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu des soumissions. Et en plus des soumissions, on a prévu de la contingence pour couvrir des imprévus. Alors, c'est intégré dans les montants que vous voyez. C'est important de le souligner. Puis je vous dis, c'est drôle parce que le manque de main-d'œuvre de nos fournisseurs, des entrepreneurs en construction, etc., fait aussi qu'il peut y avoir des impondérables. Et la COVID est venue compliquer encore davantage. Vous avez sûrement entendu parler de projets qui ont été réalisés dans les 2 dernières années. Il y a dans la majorité des cas beaucoup d'excédents de coûts et même dans certains dossiers, des excédents vraiment majeurs. Et ça, évidemment, ça rend la situation d'une entreprise vraiment difficile parce que, justement, il faut rechercher des financements et ce n'est jamais le bon temps quand on est déjà en cours de projet. Alors, il vaut mieux se prévoir une marge de manœuvre. Au niveau du fonds de roulement, on a prévu, évidemment, ce qu'il faut pour, justement, les impacts, par exemple, ralentissement d'opérations, peut-être pour certaines périodes de rodage. Donc, on a prévu des fonds pour ça. On a prévu également des fonds pour la formation de la main-d'œuvre. La formation de la main-d'œuvre, il peut y avoir des programmes pour ça. Par contre, dans le financement, on n'en a pas parlé comme tel. On préfère, en fait, moi, dans ma pratique, je préfère que les programmes qui sont comme ça, un petit peu plus complémentaires à la démarche, les mettre de côté, aller chercher, évidemment, ces subventions-là quand même, mais ne pas les inclure dans la structure de financement du projet global pour ne pas être obligé de, justement,
me retrouver à gérer des conditions préalables sur un paquet de petits programmes. Alors ici, en l'occurrence, il y aurait sans doute des programmes qu'on peut aller chercher, mais on va aller les chercher de façon individuelle sans les entrer dans le financement. Alors, si on en parle de ce financement-là, ce qu'on cherchait ici, c'est un financement de 500 000 $ pour le projet, pour financer à 100 % le projet. Le premier scénario qu'un analyste financier regarderait, comme je l'ai fait, c'est de dire est-ce que je serais capable de restructurer ma dette à long terme? Alors, on donc regarder pour dire, en fonction justement des argents qu'on a de besoin, on va faire un seul et même prêt avec le prêt existant, donc un prêt de 860 000. Et à partir de là, est-ce que sur une base des interventions normales qu'on voit sur le marché, de la part des institutions financières traditionnelles, est-ce qu'on serait capable de financer ça? Par exemple, si l'institution veut se limiter à seulement 15 ans, est-ce qu'on serait capable de rencontrer les charges financières? Alors ici, 15 ans et un taux d'intérêt de 4,75, on se rend compte que les fonds générés historiques sont tout juste suffisants, ou même légèrement insuffisants pour rencontrer la dette. Ce n'est pas tout à fait confortable, mais peut-être qu'une institution serait peut-être prête à le faire. Par contre, lorsqu'on regarde le ratio de dette-équité, on se retrouve dans une situation où on a une dette à long terme de 860 pour une équité de 180. Ça fait un ratio de 4,8. C'est là aussi possiblement assez étiré, comme on dit, et donc ça crée quand même un certain inconfort pour une intervention d'une institution. Et si on poursuit sur le troisième facteur, l'analyse financière avec ici un ajout donc au projet sur l'immeuble, les équipements. On applique un ratio de 50 % dans le cas des équipements, ce qui est un ratio assez conventionnel. Et on obtient donc une couverture de garantie de 647 000. Par rapport à notre financement pour une institution financière traditionnelle, sans autre garantie, un découvert au-dessus de 200 000, c'est un découvert assez appréciable et il faut s'attendre que l'intervenant financier demande peut-être des aménagements justement pour trouver une solution pour diminuer son découvert de garantie et ce faisant peut-être en même temps améliorer un peu ses autres ratios. Si je poursuis avec un second exemple, un autre, en fait, peut-être en même temps pour illustrer, donc un financement, ça se travaille avec différents outils. J'ai regardé donc le premier scénario avec une approche très traditionnelle. Maintenant, est-ce qu'on peut faire différent? Ici, je vous donne une hypothèse du même financement de 500 000, mais en prolongeant le remboursement sur 25 ans. Alors, ce n'est pas toutes les institutions financières qui peuvent aller étirer jusqu'à 20 puis 25 ans sur un immeuble, d'autant qu'ici, on a un mix avec des équipements en termes de garantie. J'ai quand même supposé qu'on aurait peut-être une institution, entre autres Société d'État, BDC ou Investissement Québec. Est-ce qu'ils pourraient le faire? Et donc, pour faire mes calculs, et si oui, on arriverait ici avec quand même un surplus au niveau de la vigueur financière. Donc, les fonds générés seraient suffisants d'un point de vue historique pour couvrir justement les nouvelles charges de la façon qu'elles sont structurées. Au niveau, par contre, ça ne change rien aux dettes équitées, ça ne change rien aux découvertes de garantie. Il faudrait donc que l'institution financière, dont une société d'État, soit prête à refinancer une institution financière. Ce n'est pas toujours dans l'historique de BDC et d'Investissement Québec. Ça n'a pas toujours été possible. Il y a eu des périodes un petit peu plus. Maintenant, on revient avec, je dirais, une certaine réticence à faire des refinancements directs d'institutions financières. C'est du cas par cas, évidemment, mais disons qu'il faudrait voir s'ils seraient prêts à le faire. D'autant plus que, comme je le disais, le ratio de dette-équité demeure et le découvert de garantie demeure. Si je poursuis et que je cherche d'autres solutions, c'est certain que
il y aurait toujours la possibilité de regarder pour ce qu'on appelle la dette équité ou de la dette structurée, c'est-à-dire un financement qui a plus de patience que des prêts conventionnels, mais qui va amener un rendement à verser justement l'intervenant qui fait ce type d'intervention-là à demander un rendement plus élevé parce que plus on reporte dans le temps, entre autres, d'être remboursé, plus on donne la souplesse dans les mesures de remboursement, plus évidemment le risque de l'intervenant s'accroît et donc l'intervenant peut vouloir une rémunération supérieure pour ça. Par contre, ça donne énormément de souplesse. Alors ici, ça permettrait, entre autres, d'aller chercher un financement conventionnel, 15 ans à 4,75 %, un prêt plus petit, mais comblé par le restant par de la dette subordonnée ou encore de la débenture, comme on appelle ça, et donc permettre justement de faire le montage financier où la vigueur financière serait suffisante. Et surtout, il y a la notion que ces produits-là, lorsqu'il y a un moratoire de remboursement de capital de 2 ans, ça permet à plusieurs institutions financières de les considérer, ces produits financiers-là, comme étant de l'équité. Pourquoi? Parce que soit qu'ils n'ont pas de garantie ou qu'ils ont des garanties après les autres prêteurs, et surtout parce qu'il y a des remboursements qui sont très souples, entre autres pour des remboursements pendant 2 ans, de considérer que justement, c'est un prêteur, un partenaire financier qui peut être patient et donc, on va le considérer comme de l'équité et ça vient justement restructurer notre ratio ici de dette-équité, c'est-à-dire à hauteur de 635 000 donc de dette pour un 405 000 d'équité, ce qui ramène le ratio à un niveau très acceptable. Et pour le prêteur conventionnel, la même chose, c'est possibilité justement que, en faisant un prêt à sa hauteur, à hauteur de 635 000, il fait un prêt relativement bien garanti. À ce moment-là, peut lui permettre de faire un très bon taux d'intérêt. Et si j'aborde une autre hypothèse, c'est dans le cas où justement où on réussirait à identifier non pas une dette subordonnée ou une débenture, mais qu'on réussirait à aller chercher un financement sous la forme, par exemple, d'un prêt avec moratoire sans intérêt. Certains organismes font ça. Donc, ça permettrait à ce moment-là d'arriver avec une vigueur financière très forte, évidemment. Avec un prêt de 610 000 conventionnel, ça permet de très bien structurer le projet avec du financement conventionnel, complété par justement notre prêt sans intérêt et moratoire pour obtenir là aussi un très bon ratio de dette-équité. Et pour le prêteur conventionnel, un très bon également ratio au niveau de sa couverture de garantie, ce qui permet de justement donner une bonne structure au prêteur conventionnel qui peut faire des bonnes conditions. Alors, c'est une brève présentation sur les critères de la démarche. Alors, dans le cas dont je vous parlais, on a pu aller chercher une subvention, on a pu aller chercher un partenariat sous forme de pari passu. Ça a permis de rencontrer les besoins financiers de l'entreprise et à ce moment-là, de réaliser le projet. En terminant, on ne voulait pas, compte tenu du temps et tout ça, puis compte tenu que ça ne voulait pas non plus que ça soit une longue énumération d'une liste d'intervenants. Cependant, pour votre information, il y aura de disponible un extrait là, sous forme de PDF de la présentation et surtout, il y aura dans la présentation, justement, à l'annexe, des sources d'aide qui ont été identifiées pour différents types d'interventions. Alors, je vous inviterai à les consulter. Et sinon, la présentation que j'ai faite aujourd'hui peut être revue également sous la forme d'un webinaire. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je prête la parole à Lynn. Je m'excuse, je vais passer rapidement. Merci Lynn, beaucoup, Francis. à toi. Oui, merci. Écoutez, effectivement,
quand on a des projets d'expansion de croissance, c'est un enjeu quand c'est le temps d'aller s'adresser à nos partenaires financiers, institutions financières, BDC ou autres. Et je reviendrai un petit peu sur effectivement l'expertise de Francis à ce niveau-là. Dans la deuxième étape de la clinique, ce qui est important, c'est qu'on va vous offrir quelque chose de très intéressant pour les agents de développement qui accompagnent les entreprises ou vous-même comme entreprise, vous avez des projets dans ce sens-là. Tu peux aller de l'avant, Francis, pour OK. Je vous explique un petit peu plus en détail le réseau Conseil Technologie et Innovation, qui on est, parce qu'on n'est pas connu beaucoup à travers la province. On essaie de se faire connaître par nos partenaires économiques, nos partenaires régionaux, mais je pense de faire une petite mise à jour, ça va être intéressant. Le réseau existe depuis plus de 30 ans. On a près de 40 conseillers experts vraiment dédiés en innovation et technologie. En plus, nos conseillers sont accrédités, ils signent un code d'éthique. On a, à travers les dernières années, plus de 40 000 heures d'accompagnement partout au Québec, plus de 2600 entreprises accompagnées aussi à travers le Québec, puisqu'on est une organisation provinciale. Prochaine, s'il te plaît. L'expertise de nos conseillers touche autant le développement de produits, normalisation, certification, développement durable, gestion de projets de recherche et développement. On touche aussi effectivement beaucoup la transformation numérique depuis plus de 2 ans. À l'heure actuelle, on a beaucoup de projets pour accompagner les entreprises partout au Québec qui veulent commencer à s'initier un projet de transformation numérique, que ce soit au niveau des audits, de la gouvernance, l'Internet des objets, ça va jusqu'à la cybersécurité, sélection, acquisition de logiciels, info nuagique, etc., et même l'intelligence artificielle. On touche aussi tout ce qui est le droit corporatif, stratégie d'affaires, amélioration, aménagement d'usines, prix de revient avec Francis, entre autres, stratégie d'affaires, revoir le modèle d'affaires, l'offre de valeur, tout ce qui touche aussi l'excellence opérationnelle, le Lean Six Sigma, etc. Si bien sûr, comme Laurent l'a spécifié tout à l'heure, il y a des enjeux des ressources humaines partout au Québec. C'est un enjeu criant. On a des gens dans notre réseau qui sont capables de vous accompagner à ce niveau-là pour tant du côté recrutement, etc. Propriété intellectuelle d'un projet d'innovation, souvent cet aspect-là n'est pas nécessairement négligé, mais les entreprises n'y pensent pas nécessairement. Fait que tout ce qui est brevet, dessin industriel, marque de commerce, on a des gens spécialisés aussi sur ce volet-là. Commercialisation, c'est aussi un enjeu quand on développe des nouveaux produits, des nouveaux processus. Il faut être capable d'aller les livrer au marché et on a des gens qui peuvent vous aider à différents stades du côté de la commercialisation. Le financement, bon, comme l'a dit tout à l'heure Francis, si vous avez des projets en financement, je vous invite à m'en parler. J'arrive à la prochaine étape où on peut vous aider en termes d'accompagnement. Le volet 2 de la clinique, c'est essentiellement de répondre à un enjeu identifié par vous autres, les entreprises, qui peut toucher un des aspects que je viens de mentionner ou simplement vraiment du côté du financement à ce moment-là par l'entremise de Francis qui pourrait vous aider avant d'aller interpeller un banquier ou même Investissement Québec, le BDC ou autre, puisque Francis connaît bien les exigences de ses partenaires financiers-là. On cible effectivement des entreprises manufacturières, petites, moyennes ou grandes, qui ont un enjeu sur un de ces volets-là comme tel. Et on va vous parler justement, ça peut être un modèle d'affaires, recrutement, commercialisation numérique, etc. Et ce qu'on offre aussi, c'est vraiment une belle occasion pour les entreprises qui ont
un enjeu qui ont de la difficulté à adresser, bien, c'est un accompagnement individuel de 30 heures dans l'entreprise pour seulement 1 350 $. C'est une valeur de plus de 6 000 $. Fait que si vous avez des entreprises qui ont un enjeu de cette taille-là, bien, contactez-moi et on pourra regarder comment on peut, à travers notre réseau, les accompagner. On a sûrement quelqu'un qui est capable de vous aider à ce niveau-là. C'est très simple aussi en termes de démarche. C'est simplement remplir une petite fiche Excel qui indique c'est quoi l'enjeu de l'entreprise, c'est quoi ses besoins, puis par la suite, c'est très, très simple pour aller de l'avant et être capable d'accorder cette aide-là. Si vous avez des questions, vous m'appelez, puis ça me fera plaisir d'y répondre. On laisse la parole à Laurent qui va venir vous expliquer le volet MITAC et qu'est-ce que MITAC peut faire dans vos projets comme tel. Merci Lynn, merci Francis pour la présentation. C'est bien intéressant là, tout ça, là, ça donne un coup de main pour réfléchir, développer les projets puis les lancer. Parlant de lancer des projets, là, j'ai le deuxième chapeau, c'est ça pour cette deuxième partie du webinaire. Donc, le chapeau MITAX. Donc, MITAX, peut-être que vous avez déjà travaillé avec cette organisation-là ou entendu parler. C'est un OBNL là, qui est indépendant du gouvernement et qui favorise la croissance et l'innovation. Donc, MITAX est là pour aider les entreprises dans leurs défis à trouver des solutions en finançant, dans le fond, des stagiaires provenant des établissements postsecondaires, donc des stagiaires du cégep et l'université à tous les niveaux. On peut changer de diapo. Donc, SEMITAC, ça fait plus de 21 ans que c'est en activité. Pourquoi je mets cette diapositive-là? C'est surtout pour dire qu'il y a 350 employés, dont plus de 120 qui sont au développement d'affaires comme moi, partout sur le territoire, là. Donc, moi, je suis physiquement parlant, je suis en Gaspésie sur le territoire et je suis là pour aller vraiment dans les entreprises, aller à votre rencontre puis comprendre c'est quoi les besoins ici et ensuite faire les liens avec les universités, les cégeps. Donc, on peut changer de diapositive. Ensuite, on soutient la collaboration à toutes les étapes, donc que ce soit au développement de produits, exploration de nouvelles technologies, optimisation de produits, processus, commercialisation. Nos programmes permettent vraiment de financer tous les projets de recherche et de développement ou d'innovation dans vos entreprises. On peut changer de diapo, merci. Donc, si on finance de la pré-recherche, de la recherche et développement aussi jusqu'à la post-recherche. Il y a différents programmes. Aujourd'hui, j'ai comme 4 minutes pour vous en parler, fait qu'on ne fera pas le tour de tout ça. Dans tous les cas, les modèles se ressemblent un petit peu. C'est un modèle modulaire. On peut changer de diapositive. Donc, les modules de stage MITAC, c'est quoi? C'est des modules d'au minimum 4 mois. Et pour le programme Accélération, qui est le plus utilisé, c'est 15 000 $ qui est investi, donc 7 500 qui est investi par l'entreprise et 7 500 qui est financé par MITAX, qui est transféré à l'université, qui est ensuite versé au salaire, dans le fond, comme une bourse à l'étudiant, donc une bourse minimum 10 000, et on a un 5 000 $ pour des frais de recherche ou pour des déplacements, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un projet de 4 mois avec un professeur, un chercheur stagiaire et une entreprise partenaire. Ça, c'est un module, mais on peut développer des projets avec beaucoup plus de modules que ça. On peut faire des demandes juste plus grandes sur des horizons 2, 3, 4 ans. Là. Donc, ça, on peut changer de diapositive. Merci. C'est ça. Finalement, je vous avais toutes déjà dit ça, ces informations-là. Donc, juste garder l'idée que le module était d'un 15 000 $, dont subventionné à 7 500 $ par mi-taxe. On peut changer encore une fois. Et c'est un petit peu ça que j'avais à dire là, en 5 minutes. Là. C'est vraiment, on est là pour être à l'écoute des besoins des entreprises, aider à développer, faire les liens avec les chercheurs. Là. Donc, on a plein de monde dans les universités au Québec et au Canada. On peut trouver la chaire de recherche ou le professeur avec l'expertise la plus adéquate là, pour vous aider dans vos projets de recherche. Donc, c'est ça. Et merci à tout le monde qui finance ce programme-là. Oui, Lynn. Oui, merci Laurent. Merci à tous nos partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes à notre disposition. Et écoutez, je remercie vraiment Laurent, les gens, toute l'équipe de l'ERAC Gaspésie, les gens de MITAC aussi, par la force aussi. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que
le webinaire sera mis en ligne, il sera disponible, on vous l'enverra aussi. Et je dirais les diapositives dont faisait mention Francis, on va s'organiser pour les joindre parce qu'il y a des éléments très intéressants qui peuvent vous être utiles quand ce sera le temps d'identifier des partenaires financiers au Québec. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi pour le volet accompagnement ou pour toute autre question. Merci encore d'avoir été là. On est toujours à la recherche de partenaires régionaux pour initier d'autres cliniques d'innovation au Québec. Si vous avez le goût de vous engager avec nous, n'hésitez pas à le faire. On sera là aussi à ce moment-là. Il y a déjà quelques questions. Est-ce qu'il y a des programmes du gouvernement pour aider les entreprises à s'automatiser afin de combler le manque de personnel? Oui, effectivement, il y en a, Madame Saint-Pierre. Je vous invite à communiquer avec moi et à ce moment-là, on pourra en discuter. Oui, on va envoyer la vidéo du webinaire par courriel à tout le monde. C'est ce que je pense, Nabila, si tu veux me confirmer le tout. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Dès cet après-midi. D'accord. Parfait. Merci à tout le monde d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Merci tout le monde, puis bon après-midi. Au plaisir de se reparler.